Bonjour à tous. Écoutez, enchanté d'être avec vous. Je suis ravi d'ouvrir cette plénière. Très fier en fait qu'on ait réussi à organiser cette belle journée. J'espère que vous l'appréciez. Vous l'apprécierez, pardon. Le Covid nous a aidé à mettre un peu plus de temps que prévu, et tant mieux parce que finalement, ça a permis de faire évoluer aussi le concept et de l'aboutir. Ça a permis aussi des belles rencontres de tous les gens qui ont participé à constituer cette journée. Donc voilà. Pour partager en fait les grands enjeux des fintech, on est ravi d'accueillir aujourd'hui Arnaud Codou, à qui je vais laisser la parole dans quelques secondes. On va avoir Stéphane Dehaye qui va être en vidéo avec nous. Stéphane, en fait, on a enregistré une vidéo parce qu'il est à Londres. Ça a été cité tout à l'heure, c'est une belle place qui bouge. Et on a demandé à Stéphane qui accompagne très régulièrement la transformation des banques, des fintech, qui nous donne sa vision un peu internationale de ce qu'il voit, de ce qu'il vit au quotidien. Notamment dans des grands domaines d'activité comme les paiements et un peu les enjeux et les facteurs qu'il a en tête pour demain. Et puis Sylvain Brissot, qui est le directeur adjoint du Hub 612, nous rappellera l'ADN du Hub, pour ceux qui ne l'ont pas encore, mais je pense qu'on commence à bien connaître. Et puis nous parlera aussi beaucoup de sujets d'écosystème, que ça soit national, cette nécessité justement de tisser des liens entre l'innovation, les services financiers et surtout aussi les ETI. Et puis tu nous présenteras aussi tes enjeux pour demain. Donc sans plus attendre, je laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Écoutez, j'ai été victime d'un gobelet percé ce matin, donc je suis désolé pour la chemise. C'est des choses qui arrivent, en général c'est le signe d'une journée qui commence bien, mais comme je disais dans les toilettes pendant que j'essayais de sauver ma chemise, c'est qui tout double. C'est-à-dire soit la journée est foutue, soit ça va être une très belle journée. A priori, ça va être une très belle journée. En tout cas, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. C'était la French FinTech Week, hein, c'est pas la Paris FinTech Week, donc il était temps que ça se voit. Très heureux d'être là, très heureux aussi de voir des visages en vrai. On a un peu perdu l'habitude, c'est presque intimidant, mais en tout cas ça fait plaisir. Alors Frédéric m'a dit, tu parles de ce que tu veux, les grands enjeux de la FinTech. Et du coup, comme la FinTech, je baigne un peu dedans. BPI France, c'est une banque et un fonds d'investissement, et c'est la banque de l'innovation, donc on finance beaucoup de FinTech. Et on travaille avec beaucoup de fintech. On a un motto d'ailleurs nous-mêmes qui est d'être une fintech avec un réseau. On essaye de faire probablement ce que toutes les banques essayent de faire, mais d'allier le meilleur de la technologie avec le meilleur de l'humain et le meilleur de la communication. Et donc je baigne moi dans la fintech un petit peu tous les jours. Donc je me suis dit jusqu'à hier soir tard que ça allait venir tout seul et que je trouverais bien quoi dire. Et après un dîner bien arrosé avec mes amis de la direction régionale de Lyon, j'ai quand même eu un petit coup derrière la tête à me dire il faut quand même réduire un peu le sujet parce que les grands enjeux de la fintech, c'est vaste. C'est très vaste et c'est l'occasion de prendre du recul finalement quand on vit dedans tous les jours, de se dire au fond c'est quoi les grands enjeux. Les grands enjeux pour moi à la fin, c'est deux choses. Fondamentalement la fintech c'est très vaste, on l'a dit plusieurs fois déjà, ça veut presque plus rien dire. Si ce n'est qu'en gros, c'est le retour de l'entrepreneuriat et l'arrivée des nouvelles technologies dans le monde de la finance. Le monde de la finance, en fait, a toujours été un monde d'entrepreneuriat. Quand on y pense bien, les grandes banques américaines, elles ont 100 ans, elles portent toujours le nom de leurs fondateurs qui ont été des grands entrepreneurs. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui se montent, qui sont le fait d'entrepreneurs tous les jours. C'est un secteur entrepreneurial. Donc d'une certaine façon, il n'y a rien de nouveau, si ce n'est qu'on avait un petit peu oublié avec la mondialisation, l'avènement des très grands, que c'est un lieu d'entrepreneuriat comme un autre, la finance. Et s'agissant de la technologie, c'est un peu la même chose. La finance a été depuis toujours, la finance, c'est de la mise en relation, c'est de la capitalisation sur l'information, c'est de l'accumulation de données, c'est de la transaction. Et ça a finalement été le premier secteur à utiliser la technologie. Et donc, il a régulièrement pris des vagues technologiques successives. Et donc, c'est une de plus. On pourrait se dire que, bon, ben voilà, c'est pas qu'il n'y a rien de neuf, mais c'est un peu business as usual finalement. Ça redevient entrepreneurial. Ça reste technologique, tout va bien, j'ai envie de dire. Donc en fait, tout va pas bien pour les acteurs en place, mais c'est pas la même disruption quand même, et je pense que c'est important de l'avoir en tête que ce qu'on a vu dans d'autres secteurs. L'ubérisation de la finance, en tout cas, personnellement, j'y crois pas tellement. Je pense pas qu'il y en a pas mal dans la salle, donc bonne nouvelle. Toutes les banques et tous les assureurs historiques ne vont pas disparaître. Vous n'allez pas tous disparaître, nous n'allons pas tous disparaître, il va rester des grands réseaux, il va rester des grands bilans,
La question, c'est pas tellement de savoir s'ils vont disparaître ou pas, c'est qu'ils font face à une révolution. On fait tous face à une révolution, pas une disruption, mais c'est quand même une révolution. Les révolutions, il y en a régulièrement, mais on est bien placé en France pour savoir que ça peut être violent quand même. On ne le dit pas assez d'ailleurs quand on enseigne à l'école, je trouve, mais les révolutions, ça peut faire très mal. Donc il faut faire face à cette révolution, il faut en tirer le meilleur. Il y a des gens qui resteront, en fait je pense que la plupart des grands noms resteront. Le sujet, c'est de savoir quelles valeurs ils vont garder. Le sujet aujourd'hui, c'est un sujet de valeur. On en parlait au petit déjeuner ce matin. Vous avez des fintechs qui sont valorisés mieux que Société Générale parce qu'elles sont valorisées 10 fois leur chiffre d'affaires quand les grandes banques sont valorisées la moitié, dans le meilleur des cas, de leur book value. Donc il y a quand même un problème. À un moment donné, ces gens vont se rencontrer. Les uns qui sont valorisés à la moitié de la book value rachètent les autres qui sont valorisés 10 fois le chiffre d'affaires. Plus ceux qui sont valorisés 10 fois le chiffre d'affaires, ou 20 fois, ou 30 fois d'ailleurs parfois, vont faire du chiffre d'affaires, plus ça va poser quand même des questions d'égalité de traitement et de capacité à agréger tout ça. Donc on a un sujet de ce point de vue. Voilà, donc tout ça c'est passionnant, mais ça ne serait pas autant que ça ne l'est réellement si ça n'arrivait pas pile maintenant. Ce que je trouve moi génial et le bonheur d'être dans ce secteur aujourd'hui, c'est que non seulement on a cette vague technologique, non seulement on a ce retour triomphant de l'entrepreneuriat, donc on a un niveau d'énergie dans le système qui est exceptionnel, mais en plus, on a un contexte qui est incroyablement challenging, on va dire en bon français, avec plusieurs éléments majeurs qui arrivent en même temps. Bon, on a l'accélération du digital post-Covid, ça c'est un peu la tarte à la crème, tout le monde le sait, mais enfin ça compte. Il n'y a plus de concessions, il n'y a plus d'ambiguïté sur le fait que tout le monde doit se digitaliser au mieux, au minimum, doit se digitaliser, pardon, on devrait avoir l'habitude de le dire, le plus vite possible et le plus radicalement possible. C'est l'empire de la vitesse, c'est l'empire de l'expérience utilisateur. Tous ceux qui ratent ce virage-là, tous ceux qui ne le prennent pas assez radicalement, pour le coup, disparaîtront. Ça, c'est clair. C'est une chose, c'est vrai pour tous les secteurs. Ce qui n'est pas vrai pour les autres secteurs, ou pas autant, c'est qu'on a le contexte de taux qu'on connaît de plus en plus, donc ce monde de taux négatifs, qui est quand même pour le secteur financier un truc assez lunaire. Hein. Moi, personnellement, pendant longtemps, je n'ai pas imaginé que ça m'arriverait un jour. On vit dans un monde où les taux sont négatifs. Donc on vit dans un monde où, grosso modo, ce qu'on vend ne vaut plus rien. Et la perception, je simplifie, hein, mais la perception du grand public, la perception des utilisateurs, c'est quand même ça. Vous vendez du crédit qui ne vaut plus rien, vous vendez des placements qui ne valent plus rien, ou quasiment plus rien. Donc la valeur perçue par vos clients de ce que vous vendez, fondamentalement, a énormément diminué. Et comme on a à la fois la digitalisation qui augmente l'importance de l'expérience client, l'importance de la vitesse, et par ailleurs des produits dont la valeur perçue baisse, ça augmente encore l'importance de l'expérience client. Et donc le secteur financier, en tout cas grand public ou corporate, est devenu un secteur dans lequel l'expérience utilisateur est absolument centrale. Or, c'est un secteur pour lequel elle était absolument désastreuse, il faut bien le dire. Historiquement, ce n'était pas le point d'attention. Le point d'attention, c'était la sécurité, la fiabilité, c'était beaucoup de choses, mais pas l'expérience client. Et donc le contexte de taux met un focus là-dessus, supplémentaire par rapport aux autres secteurs, qu'il ne faut pas négliger. L'autre grande révolution du moment, qui impacte beaucoup la finance aussi, en tout cas en tant que financier, je me dis que j'y crois, c'est la transition énergétique. La transition énergétique, elle va réellement se faire sous la contrainte financière. Il ne faut pas se faire d'illusions. La boucle, elle est assez simple en fait, c'est que tout le monde a pris peur maintenant, ce qui est une bonne nouvelle. Tout le monde a de l'épargne et tout le monde dit aux gens qui gèrent enfin tout le monde a de l'épargne. Tous les gens qui ont de l'épargne, en tout cas l'épargne vient du monde, tout le monde n'en a pas, mais tout l'argent qui est géré à la fin, c'est l'épargne de quelqu'un. Et donc quelqu'un qui a de l'épargne dit c'est lui qui gère son épargne, vous arrêtez de faire n'importe quoi avec mon argent et vous faites en sorte que ça aille dans la transition énergétique. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Si les fonds de pension sortent de tout ce qui n'est pas green, mettent le focus sur tout ce qui est green, si on a peut-être un début de bulle financière, en tout cas une hypervalorisation des actifs verts, c'est parce que progressivement la finance est en train de faire ce mouvement. Et ce mouvement, il n'est pas anecdotique. Il fait émerger finalement d'autres contraintes pour le secteur financier en termes de traçabilité, en termes d'accumulation de données qui sont complètement nouveaux et qu'on ne saurait pas faire, en tout cas pas à la vitesse à laquelle on est en train de le faire, si on n'avait pas le big data, si on n'avait pas la technologie. Et le dernier élément, donc digitalisation, Covid, transition énergétique, et malgré tout, traumatisme de 2008. C'est-à-dire qu'on est quand même un secteur qui vit dans les décombres de la grande crise financière de 2008, 2009, 2010.
et qui du coup est encore en train de subir le tsunami réglementaire. On a beaucoup parlé de tsunami, c'est pas nos amis de la Banque de France et de la CPR sont là pour certains d'entre eux. Je suis régulé par la BCE, j'ai pas de mal à le dire. Le fait est qu'on subit un tsunami réglementaire. On le subit tous, on l'a peut-être mérité. Quand on est puni, on n'a jamais non plus complètement le sentiment de l'avoir mérité, mais enfin bon, le fait est, ou alors on trouve toujours que la punition est un peu dure. Le fait est que ce tsunami est là, il est là pour rester, il continue d'ailleurs à déferler, les vagues se suivent. Et là aussi, c'est un enjeu auquel il faut faire face dans le contexte d'importance de l'expérience utilisateur dont je parlais tout à l'heure. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait qu'en fait, pour moi, les grands enjeux de la FinTech, c'est ça, c'est en gros aider la finance à traverser une crise de confiance qui est majeure, à cause de ce tsunami réglementaire qui vient lui-même de la crise financière de 2008, qui a quand même choqué la confiance du monde dans la finance, on est obligé de le reconnaître. Et donc les RegTech, qui sont une forme de FinTech, la finance décentralisée, qui est une façon de refiabiliser l'ensemble des transactions, d'enlever un peu d'importance aux acteurs financiers au milieu du système, c'est majeur dans cet accompagnement-là. Point 1. Point 2, l'enjeu de la FinTech, c'est de mettre l'utilisateur, le client, l'expérience au centre de la finance. Là aussi, c'est majeur. Ça va même un petit peu plus loin. Alain Clou a parlé des cryptos très brièvement tout à l'heure. Je pense que si on va au bout de ce que veut dire de ce que veulent dire les taux négatifs, il y a un sujet de valeur de l'argent. Et donc le fait de réinventer un petit peu l'argent, les cryptos, si vous voulez, c'est quand même la première fois qu'on réinvente l'argent depuis le billet de banque, hein, donc ça fait 500 ans, bon an, mal an. Donc là, on a quand même une vraie révolution, hein, pour le coup, pure et dure. Et ensuite, accompagner la finance dans le financement de la verdification de l'économie, dans la transition énergétique, avec le big data, avec la traçabilité. Dans ces trois cas, d'ailleurs, si vous regardez bien, il y a la blockchain. C'est-à-dire que la finance décentralisée, c'est la blockchain. La crypto, la réinvention de la monnaie, c'est la blockchain. La traçabilité, dans l'énergie en particulier, c'est la blockchain. Et au fond, ce qui fait que ce qu'on vit est réellement passionnant, c'est pas tellement tout le reste. Tout le reste, c'est de la technologie relativement bien utilisée. C'est de la révolution culturelle. C'est ce qui arrive dans tous les secteurs. On a la chance d'avoir en plus, avec la blockchain, un truc qui est un vrai changement radical de technologie, comme il n'y en a vraiment pas souvent. Et je suis très content d'ailleurs qu'il y ait une table ronde, on n'en parle pas assez, je trouve. Encore, c'est un combat personnel depuis plusieurs années. Il ne faut pas opposer le monde de la crypto, le monde de la finance, il ne faut pas opposer la blockchain et le reste. Il y a un truc qui va lentement ou sûrement, assurément, lentement ou plus ou moins rapidement, j'en sais pas grand-chose, mais qui va vraiment changer, c'est la finance décentralisée à base de blockchain. C'est la réinvention d'Internet, si vous voulez. C'est pas une technologie au-dessus des autres, c'est un changement de protocole fondamental, c'est un changement de façon de faire les échanges fondamental, c'est encore une fois de la vraie désintermédiation, et donc ça va être une révolution vraiment profonde de tout le secteur dont on ne sait pas encore très bien quelle forme elle va prendre. Ce qui est marrant, c'est que pour le moment, ça prend une forme parallèle, pour plein de raisons bonnes. Ce qu'on voit émerger progressivement, c'est un secteur financier qui se reconstruit, qui est un peu petit certes, mais enfin qui gère quand même déjà quelques milliards, pardon, quelques centaines de milliards maintenant, à côté de l'autre. Donc on va voir comment ça évolue. Voilà. Quand on a dit tout ça, ça fait quand même un beau cocktail, et c'est pas étonnant effectivement que vous me dites jusque quand c'est bien. Moi, j'ai toujours le même problème, c'est que je me demande quand je vais tenir 10 minutes quand je prends le micro, et en fait, je me rends compte que... Voilà, donc c'est pas étonnant que les levées de fonds, en tout cas, accélèrent. Alors moi, j'en compte 5, mais il y en a peut-être 7. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura bientôt une dizaine de licornes françaises dans la FinTech. Il y en a d'ailleurs pas qu'à Paris, hein. Soit il est à Montpellier, alors Kiriba est aux US maintenant, mais n'était pas spécialement parisienne avant. Qui en a d'autres. Ledger est à Vierzon, la licorne française de la blockchain. Donc on voit bien que c'est pas spécialement un sujet parisien. Finalement, ça peut se recréer n'importe où. Il faut un hub, il faut un grand hub, face à Londres en particulier. Le Brexit est une chance de ce point de vue. C'est un sujet d'attraction des talents. Finalement, il faut attirer les talents. Et là où on arrivera à attirer les talents en ayant le bon écosystème, les bonnes conditions de vie, et donc c'est super que tout ça existe, on peut recréer la finance de demain. Ça peut être à Lyon, ça peut être à Paris, ça peut être ailleurs. Il faut que ce soit à plusieurs endroits, parce qu'il faut que ça foisonne, avant ensuite de se consolider. Ce qui sera l'autre grand enjeu de la FinTech. Il y a beaucoup de services qui se créent, parce que réinventer l'expérience utilisateur, c'est réinventer des nouveaux services pour remplacer ceux qui sont commoditisés.
beaucoup de services secrets. La place des différentes entreprises dans la chaîne de valeur n'est pas encore très claire. Il va y avoir pas mal de consolidation, donc il faut des hubs. Il en faut plusieurs qui développent un peu la même chose pour qu'on ait le moyen de choisir qui sont les meilleurs, qui sont les consolidateurs. Peut-être un dernier mot, et je m'arrête là, sur la régulation, qui est un des autres grands enjeux, puisque les régulateurs sont là, c'est l'occasion de passer le message. Je trouve qu'on a bien fait les choses en France il y a quelques années. On avait un grand débat entre l'approche à l'anglaise ou à la singapourienne, dite sandbox, où on laissait les gens jouer dans leur bac à sable avant de les mettre dans le grand bain, et notre approche dite proportionnelle, où on essayait de réguler proportionnellement. Finalement, on voit que ça a bien marché. Les fintechs françaises se portent très bien. Il y a simplement derrière, quand les gens grossissent, à garder en tête que la proportionnalité, ça joue pendant longtemps. Donc, une fois que les entreprises fintech sont régulées, une fois qu'elles jouent dans la cour des grands, pour autant, ce n'est pas tout de suite la BNP ou la Société Générale. Et il faut garder un peu de proportionnalité, et probablement il faut qu'on apprenne à mieux appréhender les spécificités des modèles économiques aussi des fintechs régulés. C'est normal qu'une fintech régulée continue à faire des pertes, c'est même important. Il y a des bonnes pertes et des mauvaises pertes, mais pour se développer vite, pour faire des champions européens, il faut brûler de l'argent tout en sachant qu'on peut redevenir rapidement EBITDA positif. Et ça, côté régulation, tout ce que ça veut dire sur comment on fait des stress tests, comment on évalue des entreprises, comment on met des objectifs de ratio de liquidité et de solvabilité, en France comme ailleurs en Europe, il faut qu'on apprenne encore un petit peu mieux à le faire. Sinon, on risque de couper un peu les jambes des champions rapidement. Voilà, donc j'espère qu'il y aura de bons débats sur le sujet aussi aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, en tout cas. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour le FinTech Forum à Lyon. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous partager les études, les analyses qu'on réalise depuis plusieurs années sur ce monde passionnant de la FinTech, un écosystème qui s'est développé depuis plusieurs années et sur lequel, en France et dans la région lyonnaise, aujourd'hui, nous avons aujourd'hui des leaders et sur lequel nous allons pouvoir développer également notre analyse du marché mondial. Alors, l'agenda est très simple, on va rappeler la genèse de la FinTech, on va faire un focus sur quels sont les segments aujourd'hui prioritaires où on voit cette innovation, et une troisième partie qui seront les grandes tendances auprès des investisseurs, auprès des zones de développement géographique de ces acteurs et quelles sont les opportunités. Alors, on pensait que c'était important de vous rappeler un peu la genèse des FinTech. FinTech, tout simplement, ce sont des sociétés qui sont des experts des services financiers et de la technologie. Alors, très souvent, on trouve des entrepreneurs à l'origine de ces innovations qui vont, grâce à leur connaissance de la technologie, apporter une expérience client, apporter une gestion et une expérience au niveau des produits bancaires, des produits d'assurance qui vont répondre à des besoins qui étaient parfois peu traités par certains acteurs et qui vont répondre également à des besoins d'évolution de la société. Deuxième élément, c'est l'évolution technologique. Aujourd'hui, les technologies ont changé. Les banques traditionnelles ont travaillé sur des technologies qui étaient très lourdes en termes de développement, en termes de tests. Aujourd'hui, on est dans des mondes beaucoup plus agiles qui permettent à ces acteurs de développer des nouveaux produits, de les adapter, de les intégrer. Et qui permettent d'avoir des solutions beaucoup plus adaptées, beaucoup plus réactives aux besoins à la fois des particuliers, mais également des entreprises. Troisième facteur important, c'est l'évolution réglementaire qui ont permis cette éclosion, cette innovation. On prend l'exemple de la mise en place des nouvelles normes DSP2 autour du paiement, mais également de l'open banking qui permet d'intégrer au sein des banques de nouvelles solutions et parfois aussi de corporates, d'entreprises, des solutions de services de gestion, de services de paiement qui vont faciliter la vie au quotidien, soit de consommateurs, soit de collaborateurs dans les entreprises. Alors, comment se situent les fintech dans l'écosystème? Pour moi, c'est un partenariat qui est multi-acteurs et qui est au service in fine du consommateur. Aujourd'hui, les fintech se situent à l'orée du service financier, donc des banques et des assurances. Elles ont appris de ces produits, de ces services, et également des grands acteurs de la technologie.
Le point fort des fintechs aujourd'hui par rapport à ces deux gros acteurs, qui sont les grandes banques traditionnelles et les grands acteurs de la technologie, ça va être leur agilité, ça va être la manière de maîtriser la modernité des systèmes d'information, de maîtriser l'utilisation, la connaissance des données de ses clients. De pouvoir développer de manière très rapide et très agile des solutions adaptées aux nouveaux besoins de la société. Alors, en parallèle, bien sûr, les banques traditionnelles, on garde leurs points forts, qui vont être autour de la maîtrise de la réglementation, qui vont être la connaissance de leurs produits et de leur clientèle, et des environnements autour de la sécurité et de la reconnaissance de la marque qui reste très importante. Mais les fintechs deviennent de plus en plus des partenaires de l'évolution et de la modernisation de ces acteurs plus traditionnels. Dans cet environnement, des nouveaux acteurs sont en train de pénétrer certains marchés des fintechs. Je pense entre autres au domaine des paiements. Ça va être les GAFAM et les BATX qui sont sur des super applications et elles veulent apprendre elles ne veulent pas aller sur le mode réglementaire de la banque, mais elles veulent apprendre des fintechs pour avoir de nouvelles solutions, des intégrer dans leur stratégie qui est à la fois globale d'un point de vue géographique, mais d'un point de vue offre. Et elles s'appuient bien sûr sur leur maîtrise de la technologie et de la technologie. Alors, quels sont les grands segments des fintechs aujourd'hui qu'on retrouve au niveau mondial? Je ne vais pas rentrer en détail parce que je sais que dans la journée, vous allez revoir aujourd'hui l'ensemble de ces segments pour la région lyonnaise, quels sont les grands acteurs qui interviennent sur ces segments, en particulier sur blockchain. Mais voilà, peut-être un qui est aujourd'hui le secteur qui est le plus avancé en termes de solutions, également de recherche au niveau des investisseurs, donc que ce soit les VC, les private equity ou ces opérations d'acquisition qui sont en train de s'accélérer, c'est le domaine des paiements. Les paiements, pour plusieurs raisons. Je vais prendre un exemple concret, c'est le marché de l'inclusion bancaire. Aujourd'hui, un certain nombre de citoyens, de consommateurs n'ont plus accès à des services financiers, que ce soit en France, mais dans d'autres zones internationales, mais qui ouvrent un énorme potentiel à la fois sociétal, mais également d'inclusion au niveau des services bancaires. Et donc, les paiements sont en train de se développer à une très, très forte vitesse et qui apportent une nouvelle expérience client. Pourquoi ? Parce que les modes de consommation ont également changé. Aujourd'hui, nous voulons tous de l'instantanéité, du 24 heures sur 24, être capable de transférer de l'argent à ses enfants qui font des études à l'international, à ses fournisseurs de manière plus rapide, être également dans un environnement très sécurisé. Donc les paiements aujourd'hui est parmi les domaines qui ont été les plus impactés par cette transformation grâce à la fois à ces changements comme mode de consommation, grâce à la technologie et surtout à l'environnement de sécurité. Alors, quelles sont les tendances qui ont animé l'année 2021? Alors, 2021 est une année spéciale pour nous tous. On a tous vécu cette crise sanitaire, pour la première fois, une crise sanitaire qui a touché le monde entier, mais qui a été un vrai accélérateur et qui a permis aux fintechs d'être encore plus attractifs, à la fois pour les consommateurs, mais également pour les investisseurs. Donc, sur les grandes tendances qui se confirment, qui confirment cette maturité du marché, on a vu cette accélération des usages numériques, des services financiers. Tout le monde aujourd'hui s'équipe, en plus de sa banque traditionnelle, d'une banque digitale. Parce qu'on ne peut plus aller en agence, qu'on doit faire des opérations pour son entreprise, pour sa famille, pour son quotidien. Aujourd'hui, avoir une banque digitale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, fait partie des réponses à cette crise sanitaire et qui ont accéléré cette mutation. Pour les entreprises également. On voit également de plus en plus l'essor des plateformes. Ces plateformes de la tech qui se développent autour de quelques services et de plus en plus vont intégrer des services, plus de services financiers, services bancaires, services d'assurance, des assurances de gestion de fortune également parfois, sur des gens qui veulent gérer de manière plus autonome leurs investissements. On va voir également dans les business models des fintechs une vraie diversification. Souvent, les fintechs sont arrivés sur un marché, sur un segment qui était peu traité ou maltraité par les acteurs traditionnels, ou en tout cas n'était pas une priorité. Et donc, elles vont, une fois qu'elles ont gagné des parts de marché, qu'elles ont une expérience client, qu'elles ont les produits adaptés, l'offre adaptée, les cas d'usage, étendent leurs services pour pouvoir générer plus de revenus, plus de valeur, à la fois pour leur business plan, mais également démontrer au niveau des investisseurs qu'elles sont capables, d'un point de vue offre, avant une potentielle évolution géographique, de pouvoir créer plus de valeur dans leur business model. On a vu l'accélération avec cette crise de toutes les opérations d'acquisition dites stratégiques, aussi bien des banques qui ont besoin d'apprendre de certains acteurs, qui ont besoin d'intégrer ces nouvelles offres digitales, innovantes dans leur offre, que ce soit la banque au quotidien, que ce soit sur leur offre d'assurance, mais également des entreprises qui vont dans leur
dans leur service, dans leur système de gestion, intégrer des systèmes de fintech pour être plus efficaces au quotidien, gagner en efficacité au niveau de leurs opérations et en termes de sécurité également. Cinquième tendance forte, c'est la consolidation du secteur qui va s'accélérer. Pourquoi? Parce qu'on a des acteurs qui sont en train d'avoir des tailles mondiales, qui sont en train d'avoir des avantages compétitifs. Et comme toute industrie qui se transforme, on anticipe une consolidation du secteur sur des acteurs qui vont devenir leaders, souvent avec une dimension internationale, d'où l'enjeu pour nos fintechs françaises aujourd'hui de partir, accélérer cette croissance internationale, et ça va être un enjeu principal dans les prochaines années. Et bien sûr, un acteur qui est clé aujourd'hui, ce sont les gouvernements dans toutes les politiques de développement des fintechs. On le voit bien sûr en France, on le voit grâce à des acteurs comme la BPI, qui vont être ces acteurs qui vont faciliter le financement, la croissance, l'adaptation de nos acteurs de l'innovation. Mais on le retrouve dans d'autres zones. On va prendre Singapour, qui va devenir la plateforme également FinTech sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. On voit également le gouvernement britannique investir de manière massive sur ces acteurs, qui veut faire de la finance autrement, qui veut être un pays de plus en plus technologique, tourné vers un monde beaucoup plus global. Et donc, le rôle des gouvernements et des institutions en charge des investissements publics sont critiques pour le succès de cette industrie. Alors, en conclusion, vous montrez également l'intérêt et la maturité, l'attractivité de ce marché. Sur l'analyse que nous faisons dans le Pulse of FinTech tous les ans et que nous éditons tous les semestres, sur le premier semestre 2021, près de 100 milliards d'investissements ont été réalisés entre les VC, private equity, opérations de fusion-acquisition, sur pratiquement 2500 deals. Si on compare 12 mois en début de crise sanitaire, on était à 26 milliards pour moitié moins de deals. Alors, deux éléments importants, c'est l'aspect géographique. On voit que 50% de ces opérations aujourd'hui sont aux États-Unis, donc il y a une vraie accélération. Par contre, l'élément important, c'est que l'Europe est aujourd'hui un acteur critique de cette transformation digitale pour les services financiers. On a pratiquement 40 milliards d'investissements qui ont été réalisés sur pratiquement 800 deals sur ce premier semestre. L'Angleterre reste le pays leader en termes d'investissement, mais la France est en train de rattraper ce décalage en termes d'investissement et d'attractivité. On commence à avoir de vrais beaux acteurs en France. On va citer United, on va citer Alan, on va citer Zville, on pourra en citer un certain nombre, mais je suis sûr qu'Arnaud les a déjà cités. Vous allez également représenter les acteurs de la région lyonnaise. Donc voilà, on est sur un écosystème aujourd'hui de FinTech en France très attractif par ses compétences, par ses modèles, par son modèle de financement, par son infrastructure également. Et nous sommes persuadés également que cette accélération pour la place financière, qu'elle soit à Paris, mais également en région, est un des vecteurs principaux de croissance pour la France dans les prochaines années. Donc voilà cette présentation qui voulait le plus synthétique possible, parler des grandes tendances. Je voulais en tout cas vous remercier d'avoir pu partager ces différents slides. Je serai ravi lors d'une prochaine séance d'être avec vous, et je vous souhaite une très bonne journée avec l'ensemble des représentants de la FinTech de la région et en France. Et je vous souhaite également d'être demain parmi ces acteurs qui feront le succès de la FinTech française et de la région lyonnaise. Très bonne journée, merci à vous. Du coup, je remercie tout le monde d'avoir bouffé à peu près tous mes slides. Du coup, bonjour à tous. Je vais essayer de taper sur les points qui me semblaient importants dans ce que j'ai entendu de chez Arnaud, de chez Alain tout à l'heure, et puis de chez Stéphane à l'instant, pour adapter un peu ce que j'avais prévu de vous dire et pour vous donner notre angle de vue à nous au Hub 612, c'est-à-dire accélérateur incubateur, sur ce qu'on entrevoit de la FinTech, de l'évolution de ces marchés, de l'évolution des propositions de valeur qu'on y trouve et de ce que pourrait être peut-être une piste pour le futur. Donc juste en guise de présentation rapide, donc nous on est le Hub 612, donc dans la salle il y a à peu près la moitié de l'équipe, voire la totalité de l'équipe, avec Pauline que vous verrez tout à l'heure, Cédric aussi que vous verrez tout à l'heure, Caroline,
Et on est, comme vous le savez, rattaché à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. On est son accélérateur et son incubateur et aussi son véhicule d'investissement spécialisé dans les fintech, l'insurtech et plus généralement la tech, mais quand même avec un débouché finance ou insurtech. Et c'est là où je vais donc, juste pour faire, on fait de l'accompagnement, consulting, coaching des startups, on les héberge dans un coworking parce qu'on se dit que c'est en travaillant ensemble qu'on avance le plus vite, et on a un petit véhicule d'investissement ultracide qui nous permet d'investir 250 000 euros dans celles qui nous semblent prometteuses. Et aujourd'hui, on a fait une quinzaine d'investissements dans des startups exclusivement quasiment de la région sur ces sujets fintech. Donc le premier point sur lequel je vais appuyer par rapport aux messages qui ont été dits précédemment et qui me semble important, c'est que fintech ou insurtech, le point commun, c'est l'aspect tech. Et juste si on prend un petit peu de recul par rapport à ça, la fintech, l'insurtech, elles évoluent dans des cycles technologiques qu'on connaît depuis maintenant une vingtaine d'années, avec notamment l'évolution de l'informatique et sa mise en réseau, en gros Internet. Et aujourd'hui, on est grosso modo en train de digérer la phase cloud et de l'informatique et la phase software as a service qui en a découlé. Du coup, on a vu beaucoup de startups qui sont mises sur ces développements technologiques-là. Et c'est une des premières différences avec les grands acteurs qui ont pris le train du SaaS et du cloud un peu plus tard, et parce qu'ils avaient déjà des investissements qui étaient très lourds sur d'autres technos informatiques. Mais pour vous situer dans le temps, le cloud et le SaaS, le début c'est 2006-2007, et les premiers business models qu'on a vu arriver en SaaS, c'était début 2010 grosso modo. Et le cloud juste après. Autre chose, c'est à peu près aussi la période qui était celle du début des réseaux sociaux. Pardon, Facebook et les autres, c'est 2008-2009. Voilà, donc la mobilité, pareil, hein, tout le monde a un portable aujourd'hui, mais en vrai, les mobiles, les premiers iPhones, ça doit dater de 2008. Donc en gros, on est quand même dans un monde qui évolue super rapidement, et dans un monde où les usages suivent ces évolutions technologiques. Aujourd'hui, les clients des banques qui arrivent dans les banques qui ouvrent un premier compte, ils sont nés en 2000 et quelques. Ceux qui achètent leur maison, ils sont nés en 1990 et quelques. Donc ils n'ont pas du tout les mêmes attentes vis-à-vis de la techno, vis-à-vis des services. Ils n'ont pas du tout la même culture, et du coup, il peut y avoir des fois des chocs entre ce que propose une institution établie depuis 2 siècles avec ce qu'attendent des clients qui sont là sur Terre depuis une vingtaine d'années, quoi. Et je pense que les banques l'ont comprise, mais il y a encore beaucoup de choses à imaginer là-dessus. Un petit point sur l'écosystème, j'avais prévu de vous le faire, donc qui a été pas mal abordé. Et du coup, les quelques choses que je veux que vous reteniez par rapport à ce slide-là, par rapport à ce qui a déjà été dit, c'est que la fintech, c'est un monde beaucoup plus, au sens de tel qu'il est défini et tel qu'il a été un secteur attractif pour les VC, c'est un secteur qui est beaucoup plus récent que ce qu'on croit dans la définition qui en a été posée. C'est-à-dire que un des premiers fonds d'investissement VC fintech français, historiquement, qui est spécialisé vertical fintech, il date de 2016. Donc c'est quand même assez récent. C'était un secteur qui, avant, était dilué dans le capital risque, parce qu'on était beaucoup plus sur des sujets digitaux, réseaux sociaux, etc. Et au fur et à mesure du temps, c'est devenu le deuxième secteur vertical VC d'investissement. Et il a fait 800 millions en 2020. Donc c'est les chiffres qui ont été donnés par Alain tout à l'heure. Après, j'ai plus trop entendu ce qu'il a dit. Il a dit 1,6 milliard là, 2 milliards sur 2021, avec des énormes opérations. La dernière en date étant Sorare, qui on peut ranger en fintech selon moi. C'était 680 millions de dollars, je crois. D'accord. Donc 2,5 milliards. J'expliquerai pourquoi je la mets en fintech. Des acteurs qui grossissent. On le voit, si vous regardez, des opérations à peu près constantes, une soixantaine, entre 60 et 70, mais avec des montants qui explosent. Donc en gros, on est en train de vivre la
consolidation, l'enrichissement d'un écosystème autour d'acteurs qui sont en capacité de lever de plus en plus d'argent. Et les cycles capital risque sont toujours comme ça. D'abord, on va avoir les vagues de seed, après les vagues de série A. Et là, on est en train d'arriver sur des vagues de série B, série C, avec des acteurs qui sont en capacité de lever des centaines de millions d'euros et du coup créer des locomotives dans un écosystème qui vont permettre de faire naître les futures startups qui vont se greffer sur leurs propres services. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que dans l'écosystème FinTech, l'historique, c'était les paiements. Aujourd'hui, on ne représente plus que 15% des fonds levés sur les FinTech. Peut-être que ça se rechangera avec l'arrivée d'une nouvelle technologie, et je vais y venir juste après. Mais maintenant, aujourd'hui, on est sur Banking, Personal Finance Management, avec pas mal de fonds qui ont été levés l'année dernière. Tout ce qui est pilotage, donc les services à la finance qui suivent, et l'InsurTech, qui représente 20% du marché et qui est en décalage avec la FinTech de cycle, mais il y a toutes les raisons que dans les prochaines années, les startups qui se créent aujourd'hui en InsurTech soient des startups qui sont en capacité de lever de plus en plus d'argent. Donc nous, au Hub 612, qui on voit venir? On voit des entrepreneurs qui sont des équipes en général, qui sont composées à la fois d'une composante métier-marché. C'est un secteur quand même qui est très particulier. Je ne pense pas qu'on puisse, sans expérience préalable dans le secteur de la finance, de la banque, etc., avoir tout le recul nécessaire, tout le réseau nécessaire pour pouvoir monter des startups qui soient vraiment performantes en exécution, et une partie tech affirmée dans l'équipe. Et nous, quand on commence à avoir ce cocktail-là d'une compétence marché, business, avec une compétence tech, sur des propositions de valeur qui nous semblent sympathiques, on peut imaginer qu'on est dans le bon sens de l'innovation par rapport à ce qu'on cherche dans la FinTech, à travers la lecture des signaux faibles qu'on en a. Historiquement, on avait trois grandes familles de propositions de valeur. La première, c'était identifier dans les banques quels étaient les secteurs du métier de la banque qui faisaient de la marge, et du coup aller les chercher et les digitaliser et se les approprier en acquisition. Derrière, il y a évidemment, et ça c'est le fait des nouvelles technologies, des mobiles, des générations, des nouvelles attentes, etc. Mais en gros, digitaliser le parcours utilisateur en acquisition et en exécution des services. Aujourd'hui, on parle d'InsurTech, mais la plupart des InsurTech françaises sont juste des courtiers. Hein. Ils sont pas assureurs, quoi. Il y en a un pour le moment. Et en vrai, ils sont des courtiers. Ils ont un contrat avec un assureur. Ils ont digitalisé complètement l'accès au marché et ils vendent des services. Mais ils sont beaucoup plus en capacité à comprendre les codes, à exécuter des business models digitaux que des acteurs traditionnels. Et derrière, on avait tout ce qui était paiement, fluidification, accélération des flux et intégration de la finance dans des services qui n'étaient pas nécessairement financiers à la base, ou dans des services e-commerce avec tout ce qu'on peut imaginer comme des MangoPay, des Stripe, j'ai mangé son nom là, celui de Elon Musk. PayPal. Merci. Donc ça nous a généré des territoires, et non, il n'y est pas. Mais en fait, j'ai été surpris, et agréablement surpris, dans les différentes interventions qui ont déjà eu lieu ce matin. C'est que je ne m'attendais pas à ce que ça parle aussi vite de blockchain, en fait. Et du coup, là, on a les territoires classiques de la FinTech avec PayTech, Open Banking, donc c'est-à-dire libération des données, création d'écosystèmes. AssureTech, on en a parlé. Les néobanques, évidemment. Les services aux PME, donc avec Agicap, par exemple, dans la région. Indie aussi, pour le citer. Les finances entreprises particuliers. L'immobilier qui arrive. Les solutions d'épargne investissement avec aussi une belle start-up lyonnaise qui s'appelle Mon Petit Placement. Si vous ne la connaissez pas, intéressez-vous-y.
RegTech, évidemment, il y a MyFormality dans la pièce, je crois, et la cyber et la sécurité. Et donc tout ça, c'est les territoires historiques de la FinTech, donc les sous-verticales de ce qu'on peut trouver dans le marché. Et du coup, je reviens sur la blockchain, parce qu'on parlait je vous parlais des cycles technologiques un peu plus tôt, mais ce qu'il faut imaginer, c'est souvent, et j'espère de moins en moins, mais les gens ont tendance à résumer blockchain égale Bitcoin, ce qui est faux en fait. Bitcoin, c'est de la blockchain, mais la blockchain n'est pas Bitcoin. Et la blockchain, c'est une évolution naturelle de ce qu'est l'informatique. Tout à l'heure, on parlait du cloud, du SaaS, donc Software as a Service. C'est pas qu'un business model, le Software as a Service, c'est surtout une conception industrielle du développement informatique. Et avant, on avait encore une autre version de l'informatique. Et l'évolution naturelle, selon moi, de l'informatique, c'est cette décentralisation. Et du coup, il y a Sonia aussi qui nous en parlera tout à l'heure, et du coup, la blockchain. Et la blockchain va se greffer sur l'ensemble de ces territoires de la FinTech et va les intégrer petit à petit. Aujourd'hui, on parle d'un marché tout petit à l'échelle de la finance. La market cap de la blockchain, à l'heure où on parle, c'est 2000 milliards de dollars, donc c'est-à-dire que ce n'est pas grand-chose. Mais c'est un sujet qui est très important, selon nous, pour le futur. Du coup, ce qu'on va voir évoluer dans les prochaines années et les sujets sur lesquels on doit se pencher et sur lesquels nous on se penche avec le Hub 612, c'est tous les sujets qui tournent autour de l'embedded finance, donc c'est-à-dire la capacité d'intégrer des éléments financiers dans des propositions de valeur qui ne le sont pas naturellement à la base, Sorare, mais aussi plein d'autres choses dans des services un peu plus classiques. Tout ce qui est open banking et API, avec les évolutions réglementaires et notamment la DSP2, et la capacité que les banques, qui sont des formidables machines à générer de la donnée, en vrai, indépendamment de gérer l'argent, mais sont des formidables machines à générer de la donnée. Cette donnée, il y aura deux manières de l'exploiter, soit de l'exploiter à l'intérieur des banques et d'en créer de la valeur pour pouvoir peut-être fournir des nouveaux services à des clients, soit la fournir à d'autres acteurs, donc l'open banking, pour qu'ils puissent eux-mêmes transformer ces données en informations et peut-être en nouvelles propositions de valeur. Ensuite, on a parlé tout à l'heure d'un sujet qui est important et nous, on l'a aussi pas mal observé, c'est l'émergence de nouvelles tendances, alors pas nécessairement que technologiques, mais aussi sociétales. Donc avec tout ce qui est green finance, il y a pas mal de... Et là, on est dans la sous-verticalisation des néobanques ou des services d'épargne, etc., avec des gens qui disent on va rajouter du green à l'intérieur. C'est une réalité. Il y a d'autres verticales qui existent, mais celle-là, c'en est une qui est importante et qui est assez régulière. Et un petit point sur Embedded Finance. Du coup... ça, c'était ta conclusion. Mais pour nous, le sujet, c'est vraiment qu'on vit dans un monde où à la fois on a des usages, on a des attentes, on a des technologies qui sont en train de converger vers quelque chose qui potentiellement peut réellement changer la relation que les citoyens ont à l'argent même, en fait. Et peut-être que l'avenir de la FinTech, il est dans cette relation à l'argent. Le Covid, on l'a déjà dit une ou deux fois, mais a été un formidable accélérateur du sans contact, ne serait-ce que ça. Aujourd'hui, on est passé du sans contact, je pose ma carte, j'ai quasiment plus de carte dans mon porte-monnaie, je paye avec mon téléphone. Faites l'expérience autour de vous, regardez les gens qui sortent un téléphone pour payer. Donc en gros, le zéro cash, c'est quasiment demain. Je me souviens, j'étais allé à Rio une année et je m'étais dit, dans le taxi, il va falloir avoir de l'argent parce qu'à Rio, voilà quoi. Ben, en fait, non, les taxis à Rio, on les paye en sans contact. Donc bref, je pense que le sujet de la relation à l'argent
de la relation à comment l'argent circule entre les gens, entre les entreprises, entre les gens et les entreprises va radicalement changer. La relation au stockage de l'argent aussi. Est-ce que j'ai besoin d'une banque pour stocker de l'argent demain ? Je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres manières de faire. Comment je crée de la richesse ? Est-ce que j'ai besoin d'une banque pour créer de la richesse ? Je ne sais pas. Il y a peut-être aussi d'autres de manières d'envisager le sujet. Je ne suis pas anti-banque, je travaille à la Caisse d'Épargne-Rhône-Alpes. Et puis, il y en a 2 qui me regardent dans la salle. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que les banques ont clairement leur rôle à jouer dans les sujets de la FinTech. Mais il y a réellement une manière aujourd'hui d'appréhender de ce que c'est l'argent, la valeur liée à l'argent et comment la technologie peut arriver à faire évoluer cette relation-là, qui est à étudier parce que la FinTech, elle sera là-dedans demain, je pense. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci à vous deux. Bon, je pense qu'on ne va pas conclure. En fait, moi, j'aime bien cette fin là, d'ouverture. Ce que je trouve super, c'est que vous avez pu nous présenter avec vos prismes différents, finalement des choses qui se recoupent. Tu l'as dit en préambule, on t'a tout volé, mais en fait, on t'a rien volé. C'est que vous avez tous les trois la même vision, et je trouve ça extraordinaire. Donc, merci encore. Merci pour votre implication.